le djihadisme chiite, est-ce qui se passe en Syrie, dont va nous parler Wassim Nars dans une minute, tout ça est lié. Nous avons quelques minutes pour une ou deux questions au général Assiri et à son excellence Achraf Rifi. Est-ce que Philippe, le micro... Non, j'ai quelqu'un pour le micro. Vous voyez, je me suis équipée entre deux madames. Voilà, merci. Voilà. Ah, c'est vous. Alors, il y a le monsieur là-bas et vous ensuite. On va peut-être aller au plus près, les femmes d'abord. Allez, Philippe, madame qui est au deuxième rang, elle voulait parler. Vous vouliez la parole, c'est ça? Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour et merci beaucoup pour ce colloque fort intéressant. Ma question se pose à monsieur, à côté de monsieur le ministre. C'était pour savoir, enfin, c'était juste c'est pas forcément une question, mais peut-être une proposition. Nous avons vu que les attentats avaient diverses raisons et en tant qu'Ibanais, nous partageons peut-être pas forcément les mêmes idées concernant les attentats qui se sont perpétués en France. Ma question, c'est n'y a-t-il pas quelque chose au niveau de la médiation qui ne s'est pas véritablement fait? Je sais qu'il se passe énormément de choses dans les banlieues, dans le monde associatif, à l'éducation nationale, etc. Bon, d'accord. Bonjour à tous, merci pour le colloque. Ma question s'adresse à Monsieur l'Excellence Général Ahmed Assiri. Vous qui connaissez bien la géopolitique, et quand on connaît que le terrorisme naît du chaos et d'un chaos a priori un peu local, comme en Libye, comment réagissez-vous face à l'actualité récente par rapport a priori que Sarkozy aurait participé à la... comment réagissez-vous face à l'actualité locale concernant Sarkozy qui aurait participé à amener le chaos local en Syrie, qui aurait ensuite emmené le terrorisme local? Merci à vous. Merci, mais je vois que c'est une question qui appartenait aux affaires intérieures françaises. C'est une affaire, d'après mes informations, devant la justice. Et je ne crois pas que c'est un peu... il est un peu prudent de commenter ce genre de questions. Mais nous, quand on parle des États, on parle des États et pas des personnes. Quand on parle des actions que le gouvernement français mène, les personnes mènent les actions au nom du gouvernement français. Donc c'est aux institutions et au Parlement français de revoir ce genre de questions. Je n'ai aucun commentaire là-dessus. Merci. Bien, monsieur, s'il vous plaît, oui. Merci, je m'appelle monsieur Amadou Aïba de l'ambassade du Niger à Paris. Madame, permettez que je joigne ma voix à l'ensemble des autres pour vous remercier pour l'organisation de ce colloque et présenter à la France, partager la douleur de la France à ce moment de grande douleur. Ceci dit, j'ai deux questions précises, disons une de remerciement, une motion de remerciement pour l'Arabie Saoudite qui, dans le cadre du G5 Sahel, nous a appuyés, nous les pays du G5 Sahel, qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, de par leur participation financière. Donc je voudrais qu'ils trouvent ici l'expression, en tout cas de cette situation de mon pays, le Niger et de l'ensemble des 5 pays du G5 Sahel. Donc j'ai une question plus précise à monsieur à poser. D'accord, ma question est posée à monsieur Charles Brizard, qui a parlé tout à l'heure du modèle qu'il faille trouver de nouveaux capteurs pour, particulièrement ici en France, qui dit que parce que ça manque cruellement. Est-ce que, en quoi? Parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. L'attentat qui peut se produire ici à Paris peut se produire à Niamey. On en a vu tout récemment à Ouagadougou. Quelle sorte de capteurs est-ce que vous parlez? Est-ce qu'il s'agit des HUMINT, c'est-à-dire des modèles du renseignement humain ou bien des renseignements techniques?
quel schéma est-ce que vous êtes en train de décider pour que nous puissions les intégrer dans notre démarche commune? Merci. Attendez, Monsieur Brizard, je vais encore vous pardonnez-moi, vous allez m'en vouloir beaucoup à la fin de cette journée. Est-ce qu'il y a des questions pour le général Hassiri qui va devoir quitter cette réunion? Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour lui directement avant qu'il quitte ce plateau? Bonjour, je m'appelle Carole Villebois, je viens d'Allemagne aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour ce colloque. Vous avez parlé de l'Iran. J'ai une question, peut-être, puisque le problème n'est pas religieux, j'ai bien compris que ce n'était pas la foi, mais que tout de même on utilise le vecteur de la foi. Les Zoroastriens qui ne font pas de prosélytisme, on voit des conversions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, c'est vrai, c'est peut-être un peu naïf, mais d'imaginer peut-être un retour aux sources dans ces régions-là par rapport à cette première religion monothéiste? Une question en arabe. Je voudrais d'abord, question à l'Arabie Saoudite. Je voudrais dire que nous sommes très tristes face au spectacle auquel nous assistons en Syrie, au Yémen et en Libye. Mais je voudrais me concentrer sur la cause palestinienne et ce dont nous souffrons ici en France, nous autres jeunes. Les jeunes aujourd'hui en France, les jeunes musulmans en France, et les djihadistes français ont suivi le salafisme djihadiste. Le salafisme djihadiste qui lutte contre l'Arabie Saoudite et elle trouve ses origines dans le salafisme. Le salafisme qui lui aussi à son tour a pris ses racines en Arabie Saoudite. Je ne dis pas que l'Arabie Saoudite est en train d'appuyer le terrorisme et d'encourager le terrorisme, mais je dis que ce courant, ce salafisme, le courant du salafisme qui a été adopté par ces jeunes et qui les a menés à perpétrer des opérations terroristes est né en Arabie Saoudite. Car toute la mobilisation que nous avons connue en 2011 et 2012 contre l'Iran et contre le régime de Bachar el-Assad, cette mobilisation au niveau des médias a suivi la mobilisation de ces jeunes salafistes et a exploité ces jeunes, a séduit ces jeunes Français qui ont perpétré des actes djihadistes pour les utiliser comme soldats dans les rangs de Daesh. Je voudrais dire que nous autres jeunes musulmans qui vivent dans les banlieues françaises, les banlieues pauvres, qui souffrent d'une question ou qui ont un problème ou une crise d'identité dans la société française, ces jeunes donc qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ne connaissent pas leur religion, eh bien on leur dit, eh bien si vous combattez, si vous participez au djihad, vous serez sauvés. On a très peu de temps. On les séduit donc, on les séduit. C'était pas une question. Je dis donc, quelle est la position de l'Arabie Saoudite face à cette idéologie et face à ces livres qui n'ont pas encouragé au terrorisme d'abord, au départ, mais qui ont séduit ces jeunes qui ne connaissaient pas leur religion. Les jeunes de France ne connaissaient ni le chiisme ni le sunnisme. Et donc, voilà. Monsieur Brizard répond à sa question et puis qui veut répondre ensuite à
Ce qui n'était pas une question, mais un long développé, extrêmement intéressant. Voilà, Monsieur Brizard, s'il vous plaît, et puis ensuite... Merci, monsieur, pour votre question. Général Assiri. Les capteurs locaux dont je parlais existent déjà en réalité. Hein, il s'agit dans chaque commune du tissu local, qui soit éducatif, associatif, social, voire religieux, qui doit être mobilisé et surtout associé pleinement aux efforts de l'État régalien dans ce domaine-là. Il doit être partenaire et il faut concevoir, je pense, des partenariats au niveau local avec les communes qui ne demandent que ça. Parce qu'elles voient bien que le risque, en réalité, c'est non seulement elles en sont à l'origine, parce que bien sûr, ces enfants, ces individus qui vivent dans les villes, qui sont les premiers acteurs du terrorisme, et elles en sont aussi, bien sûr, les victimes, parce que frappent ces terroristes, ce sont les villes, alors parfois des villes de taille plus modeste, mais en tout cas, elles sont les acteurs de premier plan, et elles doivent être pleinement associées. L'État, dans ce domaine, la lutte contre la prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme, ne peut pas tout, ne peut plus tout. Le penser est une erreur, à mon sens. Il n'a plus les moyens, on le voit bien à travers les histoires de fichiers. À chaque fois qu'on a un incident de quelque nature qu'il soit sur le plan du terrorisme, on ressort cette histoire de fichier. Ça veut bien dire quoi? Que l'État, dans ses fonctions régaliennes, ne peut plus être seul. Et il a plein de vecteurs, de capteurs qui sont à sa disposition, dont il peut se servir. Le premier d'entre eux, auquel je pense instinctivement, c'est ce qu'on appelle en France la police municipale, hein, qui dispose de compétences déjà. Il faut renforcer ses compétences, associer peut-être ces compétences à celles de l'État, à celles de la police nationale, pour leur permettre d'assurer, en partenariat encore une fois, un travail de détection qui manque cruellement. Voilà, monsieur. Merci. Général, je crois que vous voulez commenter le... J'ai cru qu'on allait parler de la Palestine, j'ai eu un moment d'espoir, et puis non. Je voudrais vous remercier pour votre question, monsieur. C'est vraiment une question très importante. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'a fait le Royaume d'Arabie saoudite à cet égard, et permettez-moi de dire et d'insister sur l'importance de la coopération internationale, comme l'ont dit mes collègues à cette tribune. Dès le premier jour qui a vu des actions de la part de Daesh à Mossoul, nous avons réuni tous les ambassadeurs des pays occidentaux à Riyad. Et nous avons exposé à ces ambassadeurs le problème de la naissance de Daesh en Irak. Et nous leur avons dit, si vous ne nous appuyez pas aujourd'hui et vous n'êtes pas à nos côtés aujourd'hui, le terrorisme va gagner vos pays. Le Royaume d'Arabie saoudite est membre des Nations Unies. Nous ne sommes pas un pays qui est basé sur la religion. Nous sommes un pays musulman comme d'autres pays. Nous avons pour nom le Royaume d'Arabie saoudite, nous avons nos frontières, nous avons une constitution et nous sommes membres de la communauté internationale. Donc nous ne sommes pas basés sur une idéologie ou sur une religion. En 2003, 2004 et 2005, les premiers attentats terroristes ont été perpétrés sur le territoire d'Arabie saoudite. Nous avons donc voulu faire face et contrer cette idéologie extrémiste qui a conduit à ce genre d'actes. Et vous allez parler avec nos collègues lors de la table ronde suivante. Vous allez parler des questions et des considérations sécuritaires. Nous avons empêché les jeunes d'être séduits et recrutés par ces groupements terroristes. Nous avons créé aussi le centre du prince de l'émir Mohammed bin Naïf pour la réhabilitation, c'est-à-dire pour lutter par la pensée contre la pensée et les idéologies extrémistes. Et donc, lutter contre l'instrumentalisation de la religion à des fins terroristes.
terroristes et à des fins de violence. Nous avons même été plus loin. Nous avons créé la coalition islamique pour lutter au niveau des médias, au niveau de la pensée, au niveau financier et au niveau culturel contre les idéologies terroristes. Et nous œuvrons avec un grand nombre de pays. Nous avons aussi créé le centre Atidal qui se base ou qui se concentre sur la surveillance des réseaux sociaux. Et mon collègue va vous expliquer notre méthodologie de travail. Comment pouvons-nous détecter certaines personnes susceptibles de se radicaliser ou de perpétrer des actes terroristes. Donc je ne pense pas qu'échanger des accusations mènerait à quelque chose. Chaque État a ses problèmes, chaque État a ses défis internes et extérieurs, mais externes. Il y a des défis pour tous les pays. En France, le problème de la jeunesse musulmane est un problème français. Je ne saurais pas commenter ce problème. Il s'agit là d'une question qui concerne les Français et qui doit être résolue par les Français. Il ne faut pas accuser un pays ou un État étranger d'être à l'origine de ces problèmes. Nous avons eu notre lot de souffrances et notre lot d'attaques terroristes. Des citoyens britanniques, saoudiens, français et autres ont été victimes des attentats terroristes dans notre pays, à Madain Saleh, à Jeddah, et nous avons jugé ces terroristes pour que les pays du monde ne nous disent pas que nous n'avons pas puni les terroristes. Donc nous ne sommes pas là en train d'échanger des accusations. Il faut être conscient aujourd'hui qu'il nous faut échanger les expertises, les expériences, les informations. Le monde entier est menacé aujourd'hui. Si vous avez des expériences utiles, eh bien, partagez-les avec nous. Et je voudrais vous dire pourquoi l'Irak et la Syrie ont connu ce qu'ils ont connu et en sont aujourd'hui à cette situation catastrophique. C'est parce que le terrorisme est né et a pu se propager dans cette région et il est soutenu par un État qui œuvre à la déstabilisation des États de la région. Aujourd'hui, les réfugiés que nous voyons en France, qui sont venus de ces régions de combat, et que nous voyons dans la rue en France, dans les villes de France, ils ont fui un État qui est en train de tuer les citoyens de leur pays à cause de leur religion ou parce qu'ils étaient dans un endroit qui était sacré pour ce pays et ils voulaient les bouter hors de ces villes et hors de ce pays. Et le Royaume d'Arabie Saoudite a payé 1,5 milliard pour la reconstruction de l'Irak. Je pose la question, combien l'Iran a-t-il payé pour la reconstruction de l'Irak? Et je vous laisse répondre. Merci. Je vais passer là. Je raccompagne le général. Je remercie tous et je suis désolée si